Alors, est-il besoin de vous présenter Étienne Lénard? Je ne le pense pas nécessairement. Nous pouvons souvent apprécier la finesse et la pertinence de ses analyses. Et ce n'est pas que mon impression personnelle, puisque quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré, qui ne voit que la télévision, et qui est membre de notre académie, me disait ça en tout début de cette rencontre. Alors, Étienne, donc, son patronyme est bien connu dans cette ville de Montpellier, où il est né, où il a fait ses études de langue à l'université Paul Valéry, avant de monter, comme on dit ici, à Paris, pour suivre les cours d'une école de journalisme. Il est actuellement, depuis 12 ans, directeur adjoint de l'information à France 2. Il y avait avant, à France 2, été correspondant à Londres et à Washington. Il avait présenté le journal de 20 heures, vous en souvenez certainement. Et il a animé le magazine de géopolitique Un œil sur la planète et assuré la direction du service enquête et reportage. Une carrière déjà longue, donc, Étienne, relativement, oui, à ton âge, et qui t'a sans doute permis de mesurer les effets de ces changements nouveaux, l'interactivité, l'accélération des choses, l'instantanéité aussi. Alors comment un directeur de l'information et ses équipes doivent-ils réagir face à ce bouleversement? Merci de cette introduction. Tu as la délicatesse de ne pas mentionner que c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier dans ce métier. Si peu. Voilà, donc je voulais le préciser quand même. C'était il y a quelques années, mais finalement pas si longtemps que ça. Et puis il y a une deuxième personne, c'est sans doute le hasard des choses, mais qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier, dans cette salle qui est tout là-haut, qui se cache, puisque j'ai commencé en fait au Midi Libre comme stagiaire d'été pour voir si ce métier me convenait. Et voilà. Et le directeur de l'agence locale de l'époque, Alain Plombat, voilà, qui est devenu ensuite président de Midi Libre. Comme nous, là, nous le saluons. Merci Alain. Nous finissons tous président, Jacques. Voilà, donc voilà. Je suis ravi d'être avec vous. Ça me permet de venir à Montpellier. Je viens trop rarement. La question qui m'est posée est évidemment très intéressante, très complexe. Et je réfléchissais en descendant dans le train, puisque je suis venu en train, contrairement à Éric Scherer qui lui prend l'avion, parce que c'est un directeur, un vrai. Et vous verrez tout à l'heure, je fais un tout petit peu de teasing, mais restez, parce que Éric Scherer est probablement une des personnes qui a la meilleure vision de ce que sera notre environnement numérique et d'information numérique dans les 10, 15, 20 ans qui viennent en France et dans le monde. Et son témoignage est vraiment très, très précieux et son expertise est vraiment très précieuse. Donc je suis ravi d'être là et je me demandais justement en venant quelle posture j'allais adopter en face de vous qui, ça vient d'être dit, ne croyez plus du tout aux informations qui vous sont données, notamment à la télévision, qui se disent que finalement la télé, c'est l'information de télévision, c'est avant tout du spectacle et ça n'est plus de l'information. Donc soit j'adoptais la posture du valeureux chevalier qui défend la crédibilité de notre profession jusqu'à la mort et qui va vous expliquer pourquoi. Soit j'adoptais la posture du geek fou avec à la fois ses 4 écrans de télévision dans son bureau, ses 15 smartphones, voilà, ses correspondants qu'il appelle du monde entier. J'ai choisi d'adopter une position assez humble en fait. Voilà. Ça ne me correspond pas du tout, mais je vais, pour une fois, faire preuve d'humilité et partager avec vous ce qui est un peu une forme de schizophrénie. Et je pense que peut-être que si nous pouvons avoir un échange derrière, vous allez pouvoir me soigner et me guérir de cette schizophrénie en nous disant que finalement, c'est pas si grave, que le 20h de France 2, finalement, c'est pas si mal. Par parenthèse, il était dit qu'on regardait de moins en moins la télévision. Les journaux télévisés, je parle que de notre chaîne évidemment, aujourd'hui, font pour certains plus d'audience, ont plus de téléspectateurs qu'il y a 10 ans. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est parce que l'information qui y est diffusée, finalement, n'est peut-être pas aussi nulle que ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, je suis aujourd'hui, pour que vous compreniez bien quelle est ma fonction, et je vais rester sur des choses très concrètes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites et qui seront dites par la suite. Et moi, je vais rester sur mon travail au quotidien et comment est-ce que, effectivement, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, qui est... tout le monde sait ce qu'est Twitter aujourd'hui et voit à peu près, visualise à peu près comment ça fonctionne.
Voilà, comment est-ce que ça impacte notre quotidien de fabrication des journaux télévisés. Je suis aujourd'hui, en fait, mon CV date un petit peu, je ne sais pas où est-ce que tu l'as trouvé, mais je ne suis plus du tout directeur, en fait. Je suis redescendu d'un étage, parce que j'ai trouvé ça super fatigant d'être directeur. Et donc, je suis responsable du service actualité de la rédaction de France 2, qui rassemble le service, ce qu'on appelle le service d'information générale, en gros, c'est les chiens écrasés, et le service de politique étrangère, dont je m'occupe spécifiquement. Mais donc, chaque fois qu'il se passe un truc en France ou à l'étranger, en gros, ça retombe sur mes pompes, comme disait Coluche, et il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut le traiter. Donc, pourquoi je disais schizophrénie? C'est parce que, d'un côté, j'adore Twitter et j'adore les réseaux sociaux dans l'exercice de mon métier, et de l'autre, je les déteste. Et je vais essayer de partager avec vous j'ai identifié 3 symptômes de cette maladie, en fait, et de cette schizophrénie. Le premier, c'est la vitesse et la rapidité. Ça a déjà été dit. Mon boulot au quotidien, c'est d'avoir le pied sur le frein par rapport à ce que tous ces réseaux sociaux, Twitter notamment, amènent de rapidité. Il y avait déjà eu une étape qui était l'étape des chaînes d'information, qui font un métier extrêmement difficile, qui, dès qu'elles ont une information, doivent pouvoir dire pourquoi ça se passe, comment ça se passe, etc. C'est juste impossible. La chance que nous avons à France 2, c'est que nous avons 3 ou 4 journaux d'actualité dans la journée, et que donc nous avons des marques. Voilà. Il n'empêche, les chaînes d'information ont accéléré le rythme des informations, et quand une information tombe sur un réseau social à 19h45, il est évident qu'elle doit pouvoir être traitée, expertisée, pour pouvoir être diffusée ou ne pas être diffusée dans le journal de 20h. Donc, cette vitesse, cette rapidité, je déteste, parce que c'est la négation de mon métier, c'est l'ennemi du journalisme, et nous essayons de le traquer. 2 exemples rapides, et ce sont des exemples dont vous avez probablement entendu parler. Le président Chirac a eu un problème de santé en vacances au Maroc, il est rapatrié à Paris. La toile, ce qu'on appelle la toile, donc les réseaux sociaux alimentent et l'information grossit tout au long de l'après-midi. Et voilà, il se trouve que le président Chirac étant une personne relativement âgée, dans les rédactions, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez un certain nombre de reportages qui sont déjà prêts. Il suffit d'appuyer sur une touche pour qu'ils soient envoyés à l'antenne. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle des nécros. Et donc, voilà, tout est prêt. Voilà. La question qui se posait était de savoir est-ce qu'on appuie sur le bouton ou est-ce qu'on n'appuie pas sur le bouton? Voilà. Dans ces cas-là, les gens qui sont en responsabilité disent on n'appuiera pas sur le bouton tant que des personnes avec de hauts niveaux de responsabilité ne diront pas le président de la République, le Jacques Chirac, est décédé. Il se trouve que sur la toile, encore une fois, une personne qui est en responsabilité, qui est une responsable politique de la droite, dit le président Chirac est mort. Voilà. Donc, si ça tombe, quand vous êtes journaliste à France 2, si ça se tombe à 17h, il vous reste 3 heures pour vérifier. Si ça tombe à 19h45, ça devient plus compliqué. Voilà. Et donc, quand je dis mon travail à moi, c'est de dire aux équipes, on attend, et tant que la famille ne diffusera pas l'information, on ne fera pas. Voilà. Et vous avez tout ce buzz, ce qu'on appelle le buzz, c'est-à-dire tout ce bruit médiatique qui monte, et donc vous devez résister. Premier exemple. Deuxième exemple, et on voit là qu'on tombe, et que cette rapidité de l'information et cette tentative tout le temps d'anticiper les choses concerne bien plus que les médias, mais également les institutions. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y a eu à Paris une rumeur de prise d'otage dans une église dans le quartier du Marais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Ça monte, les chaînes d'infos s'en emparent, Twitter s'en empare. Voilà, tout le monde dit... voilà. Donc, le groupe France Télévisions, qui aujourd'hui a une chaîne d'information et qui est donc concerné par cette rapidité, vient nous voir en nous disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il se trouve que travaille avec moi, parmi la trentaine de journalistes dont j'ai la responsabilité à Paris, 3 ou 4 personnes qui sont au contact des services de police, qui savent expertiser ce genre d'informations et qui attendent pour dire « Oui, on diffuse, non, on ne diffuse pas », que leurs contacts réguliers leur disent « C'est crédible, c'est pas crédible ». Les contacts réguliers disent à ce moment-là, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il y a des gens enfermés dans une église, on ne sait pas s'ils sont en otage ou s'ils se sont enfermés pour se protéger. Voilà ce que nous avons. Et puis, nous avons tout d'un coup, venant de la préfecture de police de Paris, sur Twitter, ce qu'on appelle une alerte attentat. Voilà. Principe de précaution, les autorités françaises décident de diffuser un message
à l'ensemble des rédactions et à l'ensemble du public disant « alerte attentat », qui vient contredire les informations que nous donnent les services de police de la République française et nos contacts réguliers. Là, la personne que vous avez en face de vous, elle dit « est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas ?» Eh bien non, on n'y va pas, parce que nos contacts réguliers, nos services de police nous disent c'est trop tôt, on ne sait pas. Je me dis peut-être que les autorités françaises font ça par principe de précaution. Je ne suis pas sûr, donc on retient l'information. Alors qu'elle est déjà diffusée par l'ensemble des chaînes d'information, etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis schizophrénie. Je déteste Twitter quand ça m'oblige comme ça à résister ou à ne pas résister et à se dire, voilà. Et en l'occurrence, donc, je finis cette histoire-là, donc il ne s'agissait pas d'une prise d'otage. Hein, les gens s'étaient enfermés parce qu'il y avait eu un mouvement de foule et qu'ils avaient peur, mais dans le contexte actuel, ça avait été pris pour. Donc cette fois-ci, ça a marché, mais je suis le premier à reconnaître que nous nous trompons très souvent et que malheureusement, parfois, nous allons trop vite. Mais en même temps, et c'est là que je reviens à la schizophrénie, cette vitesse, cette rapidité, j'adore. Pourquoi? Parce que quand un événement se passe quelque part, eh bien, l'existence de Twitter et l'existence des réseaux sociaux me donne accès, dans un temps record, à des informations qu'il fallait parfois attendre pendant des heures, il y a encore quelques années. Des informations et des images. Et quand vous travaillez à la télévision, les images, c'est le cœur de votre métier. Je prends un exemple. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un avion qui s'est crashé au décollage de l'aéroport de Malte. Il se trouve que cet avion transportait des militaires français de la DGSE qui faisaient de l'observation dans le ciel de la Libye. 3 minutes après le crash, apparaît sur Twitter une image de l'avion en train de se crasher. On peut discuter après de l'opportunité de montrer l'image d'un avion qui se crache. Je pense que c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez la rapidité avec laquelle tout d'un coup on va avoir accès à des informations qu'encore une fois on aurait mis des heures, parfois des jours à avoir. Voilà. C'est mieux qu'une agence de presse, les réseaux sociaux. Quand c'est vrai, j'y reviendrai après, quand c'est vrai. Évidemment, quand c'est faux, c'est un autre problème. Le deuxième symptôme de cette schizophrénie, c'est ce que je me disais dans le train, comment qualifier ça. Je dirais que c'est le côté sans filtre. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème de toutes ces informations qui circulent, c'est que quand c'est l'agence France Presse, qui est une sorte d'agence de référence en France, mais il y a aussi l'agence anglaise Reuters, quand ce sont des agences, nous savons que ce sont des journalistes qui sont allés faire leur travail, qui l'ont fait selon des critères déontologiques qui sont à peu près partagés par l'ensemble de la profession, même si parfois on peut discuter de ça. C'est relativement fiable, même s'il arrive à l'agence France Presse, malheureusement, d'annoncer la mort de certaines personnes alors qu'elles sont parfaitement vivantes. C'est la vie, on fait tous des erreurs. Mais quand c'est sur la toile, on est bien obligé de se demander si cette information elle est vraie ou si elle est fausse. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, au sein de mon service, avec de jeunes, soit journalistes, soit stagiaires, mais quand je dis on a mis en place, c'est-à-dire qu'en permanence, nous avons des gens qui sont chargés de faire la contre-enquête de ce qui est écrit sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et tant qu'on n'a pas fait la contre-enquête, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas joint les gens, eh bien, on ne considère pas que cette information est crédible. Pareil pour les images. Donc on fait un travail de vérification, on gagne d'un côté, on perd de l'autre parce qu'on prend le temps d'essayer de vérifier. Voilà, vous allez me dire, vous êtes complètement dingo, enfin vous pourriez tranquillement attendre que les choses se passent. Voilà, ce travail-là, on le fait parce qu'on parlait tout à l'heure de concurrence et je compatissais avec ce que vous nous disiez quand vous disiez bon, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, ben, on le dit quand même. Moi, je dis le contraire à mes équipes, mais je ne porte pas de jugement. Je ne peux pas me permettre, si c'est un homme, de dire que c'est une femme, parce que sinon... Voilà. Exactement, qui ne se prive pas de le dire. Voilà, nous sommes d'accord. Mais c'est parce que c'est fondamental que nous puissions garder notre... Enfin, essayer en tout cas de garder notre crédibilité. Donc, comment savoir si c'est vrai? Eh ben, en téléphonant, en récupérant les adresses. Un compte Twitter, ça peut être en plus un faux compte Twitter. Et on a des moyens d'identifier il y a un petit macaron bleu sur le compte Twitter qui vous dit que c'est le vrai compte de François Hollande, par exemple. Être sûr que ça n'est pas un faux compte de François Hollande, même si je sens que ça compte de moins en moins de savoir si c'est le vrai ou le faux. C'est un autre problème.
Et donc on essaye de vérifier, et il y a un jeu en plus qui nous pénalise, c'est qu'il y a des petits malins qui passent leur temps à essayer de piéger les médias. Voilà. Et donc vous allez avoir sur un tremblement de terre, par exemple, nous, quand il y a un tremblement de terre, ben, pour mettre 1 minute 30 de reportage sur le tremblement de terre dans le journal de 20 heures, si ça se passe à 18 heures, eh ben on a nos petites mains là qui sont sur la toile et qui regardent, qui observent. Qu'est-ce qu'on met comme image? Forcément, il y a des gens partout, avec des smartphones partout, donc il y a des images qui se prennent. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Et 2 fois sur 3, l'immeuble qui s'effondre au tremblement de terre de Mexico, en fait, on vous montre un truc qui s'est effondré en Nouvelle-Zélande, on vous montre un truc machin, et une fois que vous l'avez passé à l'antenne, vous voyez apparaître sur les réseaux sociaux, « Ah ah, on les a bien eus », etc. etc. Voilà, on a été victime de ça plusieurs fois, et donc, vous voyez, quand je dis que nous sommes de grands malades et de grands schizophrènes, on est vraiment là-dedans. Donc on fait des choses qui dépassent complètement la base de notre métier, mais en l'occurrence, c'est notre quotidien, et donc je vous le fais partager avec beaucoup de plaisir. Ce côté sans filtre, pourquoi je le déteste aussi, c'est parce que ça coupe le journaliste d'une certaine façon de faire son métier. Les hommes politiques aujourd'hui, je vais passer rapidement là-dessus, mais les responsables politiques aujourd'hui se servent de Twitter pour communiquer évidemment, mais c'est aussi une façon habile de ne pas répondre aux questions du journaliste, donc de ne pas sortir devant un micro s'il ne souhaite pas, de faire envoyer par son conseiller en communication 144 signes de messages et de donner donc sa vision des choses sans avoir à supporter la contradiction. Donc pour ça aussi, c'est une sorte de limitation de notre espace professionnel que l'on peut considérer comme étant dans les moins de ce que nous apportent les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Donald Trump a maîtrisé ça pendant la campagne électorale de façon absolument magistrale. Il n'a fait sa campagne électorale quasiment qu'à la télévision, mais surtout que sur les réseaux sociaux. Sa plateforme digitale était installée à Londres et elle arrosait le monde entier. Et en plus, ça permet de faire passer des messages qui sont des informations qui étaient à 90% fausses. Et donc la presse américaine s'est retrouvée totalement en porte-à-faux, d'être obligée de démentir et de dénoncer en permanence le discours qui était, je prends l'exemple par exemple ce qu'on appelle aux États-Unis le mouvement des birthers, donc sur où est né Barack Obama, est-ce qu'il est vraiment né aux États-Unis, sous-entendu, est-ce qu'il a le droit d'être président de la République ou pas. Bon ben voilà, toutes ces questions-là, et les services de Donald Trump, pas Donald Trump lui-même, il avait autre chose à faire, mais se sont emparés de ça, et quand ça grossit, quand ça prend de l'importance, eh bien ça devient, dans l'esprit des gens, des informations. Je parlerai du dernier symptôme après la vitesse et les sans filtre dans un instant, mais c'est bien ça qui se passe, c'est-à-dire que plus ça grossit, plus ça devient crédible, même si c'est faux, et surtout si c'est faux, et si c'est spectaculaire. Et pour nous, c'est un enjeu. Donc nécessité de vérifier le plus possible, moyen qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs d'essayer de s'opposer à cette maintenant technique de communication, notamment des responsables politiques, pour éviter d'avoir à répondre aux questions. Et puis dernier moins dans cette partie sans filtre, et donc sur le fait que ce sont vous, nous tous, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, eh bien cette espèce de libération de la parole. Alors là, je fais une petite parenthèse, mais qui est assez difficile à vivre. En fait, il faudrait que vous soyez dans la salle de rédaction de fabrication du journal pendant la diffusion du journal télévisé. Nous sommes tous sur nos comptes sur Twitter et nous regardons ce que les gens disent de ce que l'on fait au journal. Voilà. Et il y a, je trouve, une agressivité et une libération de la parole sans filtre, encore une fois, qui se fait, qui est d'une violence absolument inouïe, qui ne concerne d'ailleurs pas que le journal télévisé, qui concerne l'ensemble des événements, mais c'est extrêmement instructif. En revanche, et je suis dans les plus de cette deuxième partie sans filtre, donc pourquoi est-ce que j'adore Twitter aussi pour ça? Eh bien, c'est parce que parfois, dans ces commentaires pendant le journal télévisé, eh bien, il y a 5 millions de personnes qui regardent le journal de France 2 tous les soirs, eh bien, nous avons des gens qui nous disent « vous racontez n'importe quoi », ou « vous venez de dire une bêtise », ou « vous venez de faire une faute d'orthographe ». Et d'une certaine façon, eh bien, c'est une façon de nous challenger sur notre métier, et j'ai envie de dire que ça, c'est un plus. À nous de faire le moins d'erreurs possible, mais c'est vraiment très fréquent. Alors, je
je ne devrais pas le dire, mais nous commettons assez souvent des erreurs, par manque de vérification, parce que nos journalistes ne sont pas aussi experts que les meilleurs experts qui regardent le journal télévisé dans leur domaine. Et nous avons régulièrement, sur l'économie, sur l'international, sur les sciences, des gens qui nous disent, mais voilà. Donc nous vivons aussi avec ça, mais ça, je le mets dans la colonne des plus. Tant pis pour nous, nous n'avons qu'à pas faire d'erreur. Et puis, dans ce côté sans filtre, donc, et où les gens s'expriment comme ils l'entendent, on vient de parler des sondages, et notamment des sondages aux États-Unis. Je ne crois pas me tromper en disant que le seul sondage qui avait été fait dans les 15 derniers jours de la campagne américaine et qui donnait Donald Trump gagnant, compte tenu du système un peu compliqué de l'élection aux États-Unis, est un sondage qui a été fait sur qui ne regardait que les réseaux sociaux. Voilà. Donc il ne regardait que cette parole libérée, et donc il intégrait l'ensemble des gens qui ne disaient pas forcément je déteste Hillary Clinton, c'est vraiment là, etc. Ils ne le disaient pas quand on les appelait au téléphone. En revanche, sur Twitter, sur Facebook, ils ne se privaient pas de le dire. Et c'est un institut sud-africain qui observait ça et qui avait dit, mais compte tenu de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, de ce que nous entendons, eh bien nous pensons que Donald Trump sera élu. Avec les algorithmes, hein, c'était quelque chose de scientifique, c'était pas au doigt mouillé. Mais c'est intéressant de voir que eux l'avaient anticipé. Je vais plus vite parce que je voudrais vraiment qu'Éric Scherer parle. Troisième symptôme donc, de ma schizophrénie, après la vitesse et après cet aspect sans filtre, c'est la puissance, c'est la caisse de résonance. Et comment est-ce que ça impacte notre métier? C'est très simple. Je disais tout à l'heure, une information, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et ensuite, nous devons, nous, essayer de la faire redescendre si on considère qu'elle est fausse. Un exemple, il y a quelques jours, à Austin, au Texas, une personne a pris en photo une dizaine d'autocars rangés le long d'un parking. D'accord ? Il a dit, et il y avait devant ces autocars une dizaine de manifestants anti-Donald Trump. Il a posté ça sur Twitter en disant « Regardez, il y a des manifestations organisées, je suis sûr que ce sont des manifestations organisées contre Donald Trump, il y a une campagne qui est en train de se mettre en place, etc. » En quelques heures, sa photo a été reprise dans 16 000 tweets, elle a été reprise sur les réseaux sociaux 350 000 fois, et l'équipe de Donald Trump s'en est emparée. Donald Trump a dit « Regardez, sur les... Voilà ce qu'on organise contre moi au Texas, des manifestations organisées, des bus qui sont rangés les uns derrière les autres, on a organisé une manifestation. » Avant d'être obligé de reconnaître que tout ça était ça n'était même pas une manipulation volontaire de la part de la personne qui avait pris la photo. Il pensait que ça pouvait être ça. Il l'avait mis sur son compte Twitter. Il s'avère que c'était un congrès de pharmaciens, je crois. Et donc, il s'est retrouvé au bout de 24 heures à s'excuser. Et nous, journalistes, nous devons... voilà, si moi je dis à mes équipes, regardez, il y a cette photo, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de monter aux États-Unis? J'appelle nos correspondants aux États-Unis qui disent on vérifie, on vérifie. Voilà. Et on pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Pendant la campagne électorale américaine, pardon, on parle beaucoup des États-Unis, mais c'est vrai que ça vient de se passer et c'est exemplaire à bien des titres. Les 20 articles qui ont été les plus partagés sur les réseaux sociaux étaient tous des articles faux, étaient tous des manipulations. Et ils arrivent largement devant les 20 articles considérés comme les meilleurs de la presse américaine sur cette élection. Voilà, parce que les gens lisent, et, voilà, et tout ça monte, et on finit par croire à ce qu'on nous raconte. Et donc c'est évidemment nuisible pour notre profession. Donc ça, c'est de ce que je déteste dans Twitter sur l'aspect puissance et l'aspect caisse de résonance. En revanche, ce que j'adore, cet aspect puissance, c'est que ça nous donne accès, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça nous donne accès au village mondial. On est au courant de tout, tout le temps. À nous de sélectionner, à nous de faire le tri pour garder notre crédibilité. Et je pense que je ne suis pas un anti-Twitter, je pense que de toute façon nous n'avons pas le choix, nous devons simplement l'apprivoiser, et c'est ce que je dis à nos équipes tous les jours, pour essayer de garder notre crédibilité, continuons à faire notre métier de journaliste, utilisons ces techniques qui de toute façon ne vont pas disparaître quand elles nous sont bénéfiques, colonne des plus, et débrouillons-nous, mettons les moyens
pour faire en sorte que quand c'est dans la colonne des moins, nous sachions déjouer les pièges. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Un grand merci, Étienne, de nous avoir expliqué avec autant de brio, d'ailleurs, les difficultés, les passions et les problèmes d'un chef de service livré à une schizophrénie qui, quand même, je l'avoue, est une schizophrénie positive, d'après tout ce que j'entends. Et d'ailleurs, le fait que tu aies parlé des sondages de Trump, j'avais écouté une émission dans laquelle tu participais, peu avant les élections, et où tu, quand même, n'étais pas trop négatif, j'entends, sur le résultat de cette élection concernant Trump. Donc, tu avais peut-être bien senti les choses.